Que se passe-t-il lorsqu'un pays s'enrichit sans construire une véritable économie? L'Australie va bientôt le découvrir. Près de 60% de ses exportations proviennent simplement de ce qu'on extrait du sol. Minerais de fer, charbon, gaz naturel. Pendant ce temps, son industrie produit à peine quelque chose et son économie repose sur encore moins de piliers que celle du Sénégal ou de l'Ouganda. Sur le papier, tout semble pourtant parfait. Le patrimoine des ménages australiens est parmi les plus élevés du monde et le pays n'a pas connu de véritable récession depuis 30 ans. Mais en grattant un peu la surface, on découvre des fissures. La croissance s'est arrêtée et les prix de l'immobilier atteignent désormais 10 fois le revenu médian annuel. En Australie, une bombe à retardement s'est enclenchée, mais personne ne veut la voir. Alors comment ce pays, grand comme un continent, est-il devenu l'un des plus riches du monde sans construire une économie solide? Et pourquoi est-ce un problème si une économie repose uniquement sur les mines, le marché immobilier et les jeux de hasard? Vous allez bientôt comprendre. À première vue, l'Australie semble presque irréprochable. Le patrimoine moyen des ménages australiens figure parmi les plus élevés au monde, environ 400 000 $, soit plus de 370 000 €. À titre de comparaison, ce chiffre n'atteint même pas 78 000 € en France. Les prix de l'immobilier australien sont en plein essor, les comptes de retraite gonflent à vue d'œil et le pays évite la récession depuis plus de 30 ans si l'on accepte le petit accroc de la période Covid. C'est d'ailleurs en partie pour cela qu'on lui a attribué le surnom de « pays chanceux », comme s'il était immunisé contre les tempêtes de l'économie mondiale. Le système de retraite obligatoire australien, la superannuation, a accumulé d'immenses richesses. En moyenne, un ménage australien dispose aujourd'hui de près de 250 000 $ sur son compte de retraite, soit environ 230 000 €. Le gouvernement ne manque pas de s'en vanter. Notation de crédit, AAA, système bancaire robuste, dette publique relativement faible, autant d'éléments mis en avant pour justifier une politique économique exemplaire. Mais lorsqu'on gratte un peu sous la surface des chiffres brillants, l'image devient beaucoup plus inquiétante. Depuis 7 trimestres consécutifs, la production économique par habitant est en baisse. Autrement dit, bien que l'économie continue de croître sur le papier, la majorité des gens deviennent en réalité plus pauvres. La croissance du PIB est au plus bas depuis 10 ans, tandis que les salaires peinent à suivre la flambée du coût de la vie. Cette situation devient encore plus frappante lorsqu'on compare l'Australie à d'autres pays. Ces dernières années, la productivité a progressé aux États-Unis et l'Europe a tenu bon malgré la crise énergétique. L'Australie, elle, repose depuis des années sur un seul levier pour entretenir l'illusion, la croissance démographique. Avec plus de 400 000 nouveaux arrivants par an, c'est comme si une nouvelle Canberra était construite chaque année. Cela génère évidemment une demande, il faut des logements, des magasins, des écoles, des médecins, ce qui gonfle artificiellement le PIB. Mais une fois cet effet démographique retiré, l'économie australienne est pratiquement en stagnation. Et ce mécanisme masque des problèmes structurels de fond. Le système de retraite illustre aussi une autre contradiction majeure. Même si les comptes affichent des montants impressionnants, cet argent s'en va de plus en plus à l'étranger. Plus de 70% des actifs détenus par les fonds de pension australiens sont aujourd'hui investis hors du pays, dans des géants technologiques américains, des usines européennes ou des marques asiatiques. La raison est simple, l'économie australienne manque de diversité et de maturité pour absorber ces masses de capitaux. Cela crée une situation paradoxale. Les gens sont riches sur le papier, mais l'économie, elle, ne se développe presque plus. L'argent est là, mais il ne travaille pas chez lui. Et ce fossé entre prospérité apparente et puissance économique réelle est la plus grande faiblesse de tout ce modèle. Une faiblesse impossible à dissimuler indéfiniment. Le marché immobilier ne fait qu'aggraver les choses. Depuis les années 1990, les prix ont triplé par rapport aux revenus. Résultat, sur le papier, beaucoup sont devenus millionnaires. Mais cette richesse ne vient pas d'investissements productifs, elle provient uniquement de la hausse continue des prix des logements. Une richesse figée, littéralement coulée dans les murs. Et les signaux d'alarme se multiplient. Le commerce de détail est en recul. Les investissements des entreprises sont faibles. L'endettement des ménages est l'un des plus élevés au monde. Il dépasse même les 121% du PIB. Le niveau de vie des jeunes générations se détériore. Et devenir propriétaire est désormais hors de portée pour les moins de 40 ans. En résumé, l'Australie a bâti une immense richesse apparente sans jamais créer de véritable fondation économique durable et autonome. L'abondance en ressources naturelles est la plus grande force de l'Australie et peut-être aussi sa plus grande faiblesse. Alors voyons pourquoi il peut être problématique qu'un pays tire sa richesse uniquement de ce qu'il extrait du sol. L'Australie est une véritable puissance minière, deuxième exportateur mondial de charbon, leader dans le fer, le gaz naturel et l'or. Rien qu'entre juin 2023 et juin 2025, le secteur minier a généré 280 milliards de dollars d'exportation, soit davantage que le PIB annuel de pays entiers comme la Nouvelle-Zélande ou la Grèce. Pour le minerai de fer seul, près de 900 millions de tonnes ont été vendues, représentant plus de la moitié du commerce maritime mondial dans ce domaine. Cette richesse naturelle a alimenté le miracle économique australien, mais elle a aussi apporté un phénomène dangereux, bien connu des économistes sous le nom de malédiction des ressources naturelles, un schéma qui touche généralement les pays pauvres, l'Angola riche en pétrole ou la République démocratique du Congo, pleine de terres rares.
Lorsqu'un pays engrange des revenus massifs grâce à ses matières premières, cela semble formidable à court terme. L'argent afflue. L'État paraît plus riche, la monnaie nationale se renforce. Mais ce succès apparent a une conséquence grave. Tous les autres secteurs exportateurs, comme l'industrie, l'agriculture ou la technologie, deviennent soudainement non compétitifs car une monnaie trop forte rend leurs produits trop chers à l'étranger. Et puisque l'extraction minière offre des profits rapides et prévisibles, l'État et les investisseurs préfèrent y placer leur argent, au détriment de secteurs bien plus cruciaux sur le long terme, l'éducation, l'innovation ou le développement industriel. Résultat, ces pays restent enfermés dans une structure économique étroite où tout dépend du cours de leurs matières premières sur les marchés mondiaux. C'est ainsi qu'un pays peut rester coincé indéfiniment dans le statut de pays en développement. Mais la situation de l'Australie est particulière. C'est un pays riche dont l'économie ressemble étrangement à celle d'un État en développement dépendant de matières premières. Cette dépendance rend l'Australie particulièrement vulnérable, surtout à cause de la Chine. L'économie australienne est presque le reflet des cycles de construction chinois. Quand la Chine construit, l'Australie prospère. Quand la Chine ralentit, l'Australie vacille. Depuis les années 2000, la Chine est devenue le principal acheteur de minerais de fer australien. Aujourd'hui, plus de 70% des exportations partent vers l'empire du milieu. Ce modèle basé sur un seul client n'est donc plus seulement un risque économique, il est aussi géopolitique. Et l'on retrouve ici tous les symptômes typiques des économies africaines dépendantes. Cette dépendance a créé un pays à deux vitesses. Les régions minières, comme l'Australie occidentale, ont explosé, tandis que les anciens centres industriels, comme Victoria ou l'Australie méridionale, ont stagné. La force du dollar australien, dopé par l'industrie minière, a presque anéanti la compétitivité de l'agriculture et du secteur manufacturier. Mais la plus grande victime de tout cela, c'est l'innovation. Quand l'argent coule facilement hors du sol, pourquoi prendre des risques avec de nouvelles technologies? Les investisseurs préfèrent miser sur des projets miniers sûrs plutôt que sur des startups incertaines mais prometteuses. Et ce mécanisme se répète en boucle, plus de revenus miniers, plus d'investissements dans les mines, et aucun progrès ailleurs. Et pourtant, le monde scientifique australien n'est pas sans mérite. L'Australie a développé les bases du Wi-Fi, les premières cellules solaires et certaines technologies utilisées par Google Maps. Mais toutes ces innovations ont trouvé le succès ailleurs. L'environnement économique local n'a pas su les valoriser. Les bonnes idées ont fui le pays. Ce n'est donc pas un hasard si l'Australie se classe parmi les tout derniers pays développés en matière de diversité économique. Selon un indice qui mesure la complexité, l'originalité et la capacité d'exportation d'une économie, l'Australie n'occupe que la 102e place sur 146. Autrement dit, malgré une richesse apparente, elle produit peu de choses complexes ou uniques. Sur ce plan, l'Australie se situe au même niveau que le Sénégal ou l'Ouganda, avec un portefeuille pourtant bien plus rempli. Le pays est ainsi devenu riche, sans jamais construire une économie diversifiée. De plus en plus d'argent sort de la terre, mais de moins en moins d'idées, de produits ou de secteurs nouveaux en émergent. Et si la demande s'essouffle, ou si les prix des matières premières chutent, le tapis peut être tiré d'un seul coup sous toute l'économie. Mais inutile d'insister, tu vois où je veux en venir. Passons maintenant à la deuxième grande distorsion structurelle, le marché immobilier. Je l'ai glissé au début de la vidéo. En Australie, le prix moyen d'un logement atteint près de 10 fois le revenu médian annuel. Dans les années 1990, ce ratio n'était que de 3. Cette flambée ahurissante a transformé le pays en l'un des marchés immobiliers les plus inaccessibles au monde. Sydney est aujourd'hui la deuxième ville la plus chère de la planète. Seul Hong Kong la dépasse. Beaucoup pensent bien que tout cela n'est qu'une question d'offre et de demande. Mais non, c'est le fruit de décisions politiques délibérées qui ont favorisé la spéculation immobilière au détriment de toutes les autres activités économiques. Au cœur du système, on trouve une faille fiscale appelée negative gearing. Elle permet aux investisseurs de déduire les pertes générées par leurs biens immobiliers, comme les intérêts d'emprunt, de leurs autres revenus imposables. Cela peut paraître complexe, mais le principe est simple. Les investisseurs achètent des logements qui rapportent moins en loyer que ce qu'ils coûtent en entretien et en financement. Ces pertes comptables, principalement les intérêts hypothécaires, réduisent ainsi l'impôt à payer sur tous les autres revenus. Et ce mécanisme est encore renforcé par une fiscalité avantageuse sur les plus-values immobilières. Les bénéfices issus de la revente sont moins taxés que les revenus du travail. Résultat, un contribuable peut détourner une partie de ses revenus fortement imposés vers un placement faiblement taxé, l'immobilier. À certains niveaux de revenus, selon les conseillers financiers, ce serait presque une erreur de ne pas en profiter. L'État soutient donc, de fait, des investissements déficitaires pendant la location, mais rentables lors de la revente. Le problème, c'est que ce système encourage massivement la spéculation. Plutôt que d'investir dans des entreprises ou des usines, les gens achètent et revendent des logements.
car les gains y sont moins imposés, et donc plus attractifs. Les conséquences se font sentir dans toute l'économie. L'endettement des ménages australiens atteint près de 120% du PIB, ce qui place le pays au 2e rang mondial. L'argent qui pourrait servir à créer de nouvelles entreprises, à financer la recherche ou à soutenir l'industrie est utilisé pour gonfler artificiellement les prix de l'immobilier. Ce déséquilibre structurel aggrave aussi la dépendance aux matières premières. Aucune industrie ne se développe, ni par la spéculation, ni par l'extraction. Et les jeunes générations sont les grandes perdantes. Le parcours des acheteurs s'est profondément transformé. Autrefois, beaucoup devenaient propriétaires à la fin de leur vingtaine. Aujourd'hui, l'âge moyen d'un premier achat est de 36 ans, et la tranche des 40 à 49 ans est celle qui progresse le plus rapidement. L'écart se creuse. Les plus âgés, qui ont acheté à bas prix, s'enrichissent. Les plus jeunes, condamnés à louer, restent à l'écart d'un système qui ne leur profite jamais. Et à cela s'ajoute une pression migratoire importante. Depuis 1991, la population australienne a augmenté de près de 45%, principalement grâce à l'immigration. À court terme, cette croissance démographique aide les statistiques économiques. Mais en réalité, elle étouffe le marché immobilier, surtout dans les grandes villes où la majorité des nouveaux arrivants s'installent. Les réponses du gouvernement, souvent purement symboliques. Par exemple, l'interdiction faite aux étrangers d'acheter des logements, mais uniquement pour ceux qui n'ont pas de permis de séjour. Comme la plupart des acheteurs étrangers en possédaient déjà un, la mesure n'a quasiment rien changé. Une contradiction similaire est apparue lorsqu'on a proposé de réduire le nombre d'étudiants internationaux en invoquant la crise du logement. Plusieurs économistes ont vivement critiqué cette idée. Elle s'attaque aux symptômes, pas à la cause. À cause du système fiscal, la spéculation immobilière est devenue l'activité la plus rentable en Australie, bien plus que le travail, la production ou la création d'entreprises. Ce modèle crée un flux d'argent à sens unique, des jeunes locataires vers les propriétaires plus âgés, puis vers les banques prêteuses. Et comme ce sont justement ces groupes qui forment le cœur du pouvoir économique et politique, personne n'a intérêt à changer le système. L'économie fondée sur l'immobilier fonctionne en réalité comme l'industrie minière. Elle extrait de la valeur sans en créer. Mais au lieu de creuser dans le sol, elle puise directement dans les poches des jeunes générations. Et il existe un autre secteur, en Australie, régi exactement par la même logique. Il ne construit rien, ne produit rien, il prélève. Il s'agit des jeux d'argent. Imagine un pays où les jeux de hasard sont devenus si banals qu'un pub ordinaire fonctionne comme un mini-casino. Ça semble amusant? En réalité, pas du tout. Dans la plupart des pays développés, les jeux d'argent sont cantonnés au casino et à quelques lieux spécifiques. En Australie, ils sont intégrés au quotidien. Dans presque chaque bar, tu trouves une salle à part avec des machines à sous clignotantes, les fameuses pokies, ces machines à gains électroniques tristement célèbres. Cela rappelle les bars français d'avant. Sauf qu'en France, la législation s'est durcie. En Australie, c'est l'inverse. Ces machines se sont multipliées et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les publicités pour les paris sportifs inondent les écrans télé, notamment pendant les grands matchs. La Melbourne Cup, l'une des plus grandes courses hippiques de l'année, est quasiment une fête nationale. Même les écoles primaires organisent des petits paris, et les tickets de loterie sont rangés en caisse à côté des barres d'un chocolaté et des magazines. En Australie, le jeu n'est plus un loisir occasionnel, il fait partie intégrante de la culture. Et c'est un problème. Non seulement il est destructeur, mais il crée une véritable dépendance. Les chiffres sont tout simplement stupéfiants. Un Australien moyen perd près de 1 000 $ par an au jeu, environ 930 €. Et cette moyenne inclut tout le monde, même ceux qui ne jouent jamais. Autrement dit, les vrais joueurs perdent bien davantage. Il n'existe aucun autre pays au monde où les pertes par habitant atteignent un tel niveau. Pas même les États-Unis, malgré Las Vegas et Atlantic City. L'Australie les dépasse largement. L'essentiel de ces pertes est lié aux machines à sous électroniques, ces fameuses pokies. Il y en a environ 200 000 en activité dans le pays, soit une pour 120 habitants. Et elles ne se trouvent pas que dans les casinos. On les retrouve également dans les bars de banlieue, les clubs communautaires, les associations d'anciens combattants. Ces machines sont conçues pour faire perdre rapidement. En quelques minutes, on peut y laisser plusieurs centaines de dollars. Un autre segment en pleine explosion est celui des paris de sportifs. Et c'est le smartphone qui a tout changé. Fini les files d'attente au bureau de loterie. Aujourd'hui, n'importe qui peut parier n'importe quand, sur n'importe quel événement, partout dans le monde, en quelques clics depuis une appli. Les publicités des bookmakers martèlent une idée simple. Le sport n'a de sens que si tu paries dessus. Même moi, pendant une Coupe du Monde ou un Euro, je me laisse parfois tenter et je ressors rarement gagnant. Voyons. Son principe est simple. Chaque employeur est tenu de verser une partie du salaire de ses employés. Actuellement, 11%, bientôt 12% sur un compte de retraite individuel, appelé Superfund. Résultat, plus de 2000 milliards de dollars US ont été accumulés, l'un des plus grands fonds de pension au monde. Un ménage moyen y détient environ 250 000 $. Mais il y a un hic. Cet argent ne travaille pas en Australie. Une part croissante est investie à l'étranger, dans des entreprises technologiques américaines, des usines européennes, des marques asiatiques.
Et l'économie australienne, elle, ne voit presque rien de cet argent. La raison est simple, les gestionnaires des superfonds, fonds d'investissement, gérants de portefeuille, sont légalement tenus d'offrir le meilleur rendement possible à leurs clients. Or, comme l'économie australienne est étroite et peu diversifiée, la plupart préfèrent investir à l'étranger. Les marchés y sont plus vastes, les opportunités plus variées et l'innovation y est plus forte. Cette tendance s'est même accentuée ces dernières années. Depuis la fin du boom des matières premières, les investissements locaux sont encore moins attractifs. Et nous voici revenus à cette fameuse question de la complexité économique. L'économie australienne n'est pas assez diversifiée. Elle repose sur les mines, l'agriculture, l'immobilier et les services financiers. Mais comme vous l'avez désormais compris, peu de secteurs apportent une réelle valeur technologique, innovante ou exportable. Cela conduit à une situation paradoxale. Les Australiens épargnent beaucoup mais investissent peu chez eux. L'argent part à l'étranger, où ils créent réellement des emplois, des innovations, de la croissance. Autrement dit, l'argent ne travaille pas en Australie, et cela crée un cercle vicieux auto-alimenté. Faute d'investissement de qualité sur le sol australien, l'argent s'en va. Et comme il s'en va, les secteurs locaux ne se développent pas, et ainsi de suite. Finalement, tout ce que nous avons vu jusqu'ici converge vers ce point. Chaque rouage du système empêche l'économie australienne de se diversifier et d'évoluer. Même les entreprises australiennes les plus prometteuses quittent souvent le pays dès qu'elles prennent de l'ampleur. Le capital, les marchés et les talents sont mieux concentrés ailleurs, aux États-Unis par exemple. Beaucoup de startups australiennes franchissent une étape décisive à San Francisco, ou dans des hubs asiatiques comme Hong Kong ou Singapour. L'innovation naît en Australie, mais le profit, lui, atterrit ailleurs. Et c'est là que réside le vrai danger du paradoxe des retraites. Un patrimoine peut exister sur le papier, sans jamais se traduire en puissance économique réelle. L'Australie a bâti un système qui fonctionne à l'échelle individuelle. Les ménages épargnent comme jamais auparavant. Mais à l'échelle collective, ce modèle ne construit pas l'avenir du pays. Et si la demande chinoise chute, si le marché immobilier vacille, si l'industrie locale ne se développe pas, alors peu importe les beaux chiffres sur les comptes de retraite, c'est tout le pays qui risque la crise. L'Australie est aujourd'hui à la croisée des chemins. Ce pays, qui fut pendant 30 ans le modèle économique envié du monde entier, ce fameux Lucky Country, doit aujourd'hui faire face à une vérité brutale. La chance n'est pas une stratégie. Le gouvernement tente d'ouvrir un nouveau chapitre avec le plan Future Made in Australia. Des milliards de dollars promis pour les technologies vertes et les industries de demain. Mais si les problèmes profonds ne sont pas traités, la fiscalité déformante, le manque d'opportunités locales, la faiblesse de la complexité économique, alors ce plan ne sera qu'un pansement coûteux sur une blessure structurelle. L'histoire de l'Australie est un avertissement pour tous ceux qui ne regardent que les statistiques financières sans se demander d'où vient réellement la richesse. La prospérité économique ne se mesure pas au montant de l'épargne retraite ou au prix de l'immobilier, mais à ce que nous savons créer, à la diversité de notre économie et à sa capacité d'innovation.